j'ai pas d'argent, j'ai des projets et j'ai des charges. Mais j'ai un patrimoine qui n'est pas négligeable. Du coup, quand tu as commencé l'humour, c'est quoi les différents challenges, les défis que tu as eu à rencontrer? J'ai fait le concours de l'ESTIC 3 fois. J'ai échoué 3 fois. Oh la mort. Si on parle de ta relation aujourd'hui avec Diane Nama. Les parents ont la responsabilité d'apprendre à l'enfant le discernement, la notion de bien et de mal. Ça, comme il me fait pareil. Ouais. Ça, les gens le disent. Ma petite carrière m'a appris que les challenges sont tellement grands. Et à chaque fois que j'accomplis quelque chose, je me rends compte que, en fait, il n'y a rien à faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Riche Takam a des investissements autres que dans le secteur artistique, dans ta carrière, 2 ou 3 humoristes qui t'ont inspiré? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'il se passe des choses merveilleuses de votre côté. Quant à moi, ça va. Surtout quand j'ai en face de moi un talent incontournable dans la scène humoristique africaine. Également, c'est une personne qui, depuis de très longues années, fait un travail magnifique dans l'art, notamment l'humour, la comédie, les web-séries. Moi, je dirais même, sans aucune lacune, que c'est une personne qui fait partie des meilleurs producteurs de web-séries en Afrique francophone. Mesdames et messieurs, chers internautes, j'ai le plaisir de vous annoncer Riche Takam. Bonjour Riche. Bonjour, je devrais applaudir pour moi. Vas-y. Oui, parce que moi je fais l'invité et le public aussi en même temps. Donc là, je suis le public. D'accord. Et puis là, maintenant, je suis moi, quoi. Je me comporte. Comme un invité, d'accord. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est le mien aussi. Ouais. Ça va, tout se passe bien, les fans de la diaspora? Oh, ouais, ça c'est sympa. Tu sais, comme moi, je prends beaucoup le métro aussi et tout ça. Bon, beaucoup plus la J parce que c'est sur mon trajet. Et ça me plaît toujours de faire le trajet avec quelques fans et d'échanger, de discuter. On parle parce que c'est un trajet de 15 à 20 minutes de la J pour chez moi. Donc, c'est 15 à 20 minutes de conversation toujours très sympa avec les gens qui me suivent. Donc, Takam est assez humble et il prend le métro comme nous. Ouais, je prends le métro. Prends pas le taxi. Ouais, je prends le taxi uniquement. Je prends le Uber uniquement quand je suis pressé. Ouais. Mais quand j'ai des choses à faire tranquille, je prends le... Bon, je prends pas beaucoup le métro, mais le RER, ça va. Je prends la ligne J aussi, tranquille. Parce que moi, je suis en île, quand je suis à Paris, de façon générale, je suis en Île-de-France. J'aime pas beaucoup Paris. Ouais, c'est trop bruyant pour moi quand même. Mais en tout cas, tu es déjà un vrai benguis au pont, tu reconnais toutes les lignes de transport. Tu fais bien la différence entre RER et métro. Oui, ça fait quand même 3 ans que je viens. Ça fait 3 ans et c'est un peu... il faut s'habituer. Ça n'a pas été facile au début. C'était pas... On m'a appris, je veux dire, on m'a appris à marcher à Paris. D'accord. Et j'ai envie de dire que tout étranger, il faut qu'on s'apprenne. Ça s'apprend. Marcher à Paris, circuler à Paris, ça s'apprend. En France en général. En France, voilà. Même en Europe. Voilà. En Europe, de façon générale. Je me rappelle la première fois que je suis venu, quand je devais faire un show en Belgique, ma tourneuse, Ludivine, elle m'a donné une carte. Je veux dire, elle m'a donné une carte. Non, elle m'a donné toutes les références parce qu'elle était pas, elle avait tout booké et puis du coup, elle n'était pas venue avec moi sur Bruxelles. Et elle m'a donné le nom de l'hôtel, elle m'a fait un mail et tout. Ah, elle m'a donné une carte de Bruxelles. J'ai dit, mais on est en quelle année, maman? Je vais être là, comme ça, là, et fouiller. Donc, elle ne voulait pas que je me perde. C'est vrai qu'il y avait Internet et tout, mais elle a mis tous les moyens à disposition pour que je puisse circuler tranquillement vu qu'elle n'était pas là. Donc oui, ça s'apprend. Marcher en Europe, ça s'apprend. J'ai pris le temps d'apprendre. Ça fait quand même 3 ans. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de dire, OK, ça va. D'accord. Je circule tranquille. Super. En tout cas, tu es quelqu'un de très populaire aujourd'hui, mais je vais oser te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, il y a énormément de personnes. C'est pas osé, quoi. Je veux dire, il y a énormément de personnes qui ne me connaissent pas. Et c'est pour ça qu'on travaille au quotidien. Et on ne part jamais du principe sur lequel même le plus populaire n'est pas connu de tout le monde. Même le plus populaire n'est pas connu de tout le monde. Donc, il est hyper important à chaque fois de se présenter. Maintenant, par contre, lorsqu'on a fait du chemin, quand même, ça devient un peu chaud. Je veux dire, se présenter devient un peu chaud dans ce sens. Et tu te poses la question, c'est quoi, qu'est-ce que je devrais dire sur moi? S'il faille... Moi, j'ai trouvé une formule simple. Je m'appelle Takam, je suis l'enfant de Marmonique et je viens de Penka-Michel. Donc, c'est Ulrich Takam qui est un passionné de l'humour et qui, depuis bientôt 10 ans quand même, se bat
à faire des propositions intéressantes selon lui et selon certains quand même, parce qu'il y a une grosse communauté derrière moi aujourd'hui. Donc c'est un humoriste qui fait des propositions depuis un certain nombre d'années, et des propositions qui semblent plutôt bien marcher et voilà, on en est fiers. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton background académique, des Euh, études et tout ce qui va avec? L'école. Ouais. Est-ce que l'école, ouais, j'ai quand même fréquenté, pas beaucoup, hein, enfin, c'est Hmm. pas, mais oui, quand même, je me suis arrêté en master 2, j'ai pas soutenu, Ouais. malheureusement. Quand tu cherches l'argent, à un moment Il faut donné, faire un choix. écrit, le mémoire devient compliqué. Je suis arrivé juste au stade, disons, j'ai fait le M1, je suis arrivé en M2, j'ai fait tous les cours théoriques et puis quand il fallait écrire le mémoire, là, il n'y a pas eu la... Je n'ai jamais eu la force de l'écrire jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'un jour je l'écrirai. J'ai toujours d'ailleurs mon directeur de mémoire derrière qui Ouais. entend dire il faut le finir et tout ça. Hmm. Donc, si je l'avais soutenu, j'aurais soutenu un master en critique cinématographique et théâtrale. Et j'ai quand même soutenu quelque chose. Ouais. J'ai soutenu mon CAPIEM, j'ai Hmm. soutenu pour mon CAPIEM, parce que j'ai un CAPIEM obtenu à l'ENIEJ de Bouddha, parce que après le baccalauréat, je suis allé faire l'ENIEJ, j'ai fait le concours de l'ENIEJ Ouais. de Bouddha, je l'ai obtenu. J'ai fait ENIEJ niveau bac, j'ai fait un an là-bas. Après l'ENIEJ, je suis allé en art de spectacle et puis je me suis arrêté en M2. Ouais. Très généralement, dans tes spectacles, tu nous parlais de l'esthétique. Ouais. Est-ce que c'était juste une partie d'humour ou c'était une réalité? Non, c'est une réalité. Ouais. L'estique, c'est une de mes réalités. L'estique, c'est un rêve, malheureusement, qu'on n'a pas pu réaliser. Parce Ouais. que j'ai fait le concours de l'estique 3 fois. Ouais. Ouais. Et j'ai échoué 3 fois. Ouais, oh la main. Malheureusement. Ouais, et c'est aujourd'hui, heureusement, l'un des échecs dont je suis le plus fier. Parce que je crains que ça m'aurait éloigné de quelque chose de super grand, quoi. Ouais. Ça m'aurait éloigné de celui que je suis aujourd'hui. Donc, je rends grâce à Dieu pour tous ces échecs qui, au moment, sur le coup, c'était quelque chose de très difficile. Ouais. Ça me fait beau, parce que c'était vraiment un rêve. Ma première passion, c'était la communication. Voilà, je voulais devenir un grand animateur, passer à la télé. Grand journaliste. Ouais. Non, même pas journaliste, hein, pas du tout. J'ai toujours... C'est vrai que ça s'est bien précisé après le bac, Hmm. mais ce que j'appelais journalisme, moi, au fond, c'était animateur. D'accord. J'ai toujours voulu être animateur, pas journaliste. Ouais, écrit des papiers, là, c'est un peu chiant parce que je l'ai essayé à travers des stages. J'ai fait plein de stages en radio. Hmm. Donc, je connais très bien la profession, le corps de métier, les exigences et tout. Ouais. Et oui, aujourd'hui, avec certitude, je peux dire, c'est pas ça qui me passionne, le journalisme. Pas Ah du ouais. tout. Mais l'animation, si. Ouais. D'accord. Mais l'humour, ça commence à quel moment? À quel moment tu as su que c'est réellement ta voix? L'humour, c'est quand j'échoue les sticks pour la deuxième fois. Parce que la première, quand j'ai eu le bac, j'ai fait le concours, j'ai fait 4 concours. Hmm. Je n'ai eu que les niaises. Parce que j'avais fait l'école normale. Après le bac, j'ai fait l'école normale de Yaoundé, j'ai fait l'école normale de Bambili, j'ai fait les sticks et j'ai fait les niaises. Donc, Ouais. j'ai échoué tous les 3 là. Et puis, j'ai eu les niaises. Et je suis allé faire les niaises. Là, quand je finis à les niaises, je refais, cette année-là, je refais uniquement le concours de les sticks. Je l'échoue. Et puis un grand frère me dit, OK, vu que tu as trop envie d'être dans l'audiovisuel et tout, il y a une filière à l'université qui est pas très loin de là. Parce que moi, après les niaises, je n'ai plus envie de faire une filière, j'ai pas envie d'insulter une filière ou quoi que ce Ouais. soit. J'ai pas envie de faire histoire ou Ouais. lettres modernes françaises parce que techniquement, je me dis, c'est pas une filière professionnalisante. À la fin, parce que à l'ENIEJ, on a appris ce qu'on appelle l'objectif pédagogique opérationnel. Ouais. Donc, l'enfant, au terme de cet apprentissage, doit être capable de. Faire quelque chose. Oui. Et pour les filières comme histoire, lettres modernes Hmm. françaises, l'enfant, au terme de cet apprentissage, doit être capable de faire ci, ça. Je ne voyais rien. Je ne voyais pas un truc après une licence en histoire, tu es capable de faire. À part Donc, raconter les histoires. ça, c'est sans vouloir dénigrer une filière. Ça, c'est mon point de vue à moi. Ouais. Je voulais une filière professionnalisante. Je voulais quelque chose où on allait m'apprendre des aptitudes réelles. D'accord. Et donc, un grand frère m'a dit, il y a les arts de spectacle.
Il y a des arts de spectacle, vas-y, peut-être tu peux trouver ton compte là-bas. C'est comme ça que je découvre le théâtre, je découvre le cinéma, je tombe amoureux du théâtre. Et j'enchaîne des pièces théâtrales, j'enchaîne dans des représentations de pièces théâtrales. Ouais. Et j'ai cette facilité-là à rendre drôle même des personnages qui ne le sont pas. J'ai joué Wilfried Otterman je crois, Wilfried Otterman, je crois que c'est La Croix du Sud, ou je sais pas, ouais, mais je sais que j'avais joué le personnage de Wilfried Otterman dans une pièce théâtrale. Wilfried Otterman qui est un personnage dramatique, D'accord. mais j'ai pu le rendre drôle sur scène. Donc, c'était un signal que j'ai reçu. Ça m'a parlé. Je me suis dit, OK, pourquoi je n'écrirais pas? Parce que surtout quand la licence était en train d'arriver, OK, je me dis, il y avait toujours cette affaire d'objectif pédagogique opérationnel. Donc là, la licence est juste à côté. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu proposes comme projet? C'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier one-man show intitulé Faut pas rêver. Je l'ai joué. Ça a plutôt bien marché et puis on ne s'est pas arrêté. Pourquoi le titre Faut pas rêver? Faut pas rêver, c'est l'un de mes plus beaux spectacles jusqu'à aujourd'hui parce que ça parle intégral. C'est vrai que tous mes shows, tous mes spectacles parlent de moi. Je suis beaucoup dans l'autobiographie, mais Faut pas rêver, c'est un spectacle dans lequel je racontais la somme de mes échecs. Ah ouais. Je parlais, il y a les 2 sketchs les plus magnifiques de ce spectacle. C'est un sketch sur l'estiphobie. En fait, l'estiphobie, c'est une maladie, c'est une maladie que j'avais inventée. C'est une maladie dont il s'agit d'avoir une réaction bizarre à chaque fois qu'on parle le mot estique. Donc, c'était un traumatisme. Donc, l'estiphobie, c'était le traumatisme lié à l'échec de l'estique. Donc, j'avais pu faire monter un sketch de 7 minutes là-dessus qui était magnifique. Et j'avais fait aussi un sketch dans le même spectacle, il y a un sketch sur les neiges. Et donc, j'ai pratiquement 15 minutes sur les neiges dans ce spectacle-là. Donc, c'était l'ensemble des frustrations et des échecs que j'avais transformés en quelque chose d'intéressant et que je jouais sur scène. Donc, je l'ai intitulé Faut pas rêver. Faut pas rêver, c'est n'allez pas croire que la vie va être facile. Non, Ça, c'est vrai. pas du tout. C'était un peu ça, en gros. J'étais sorti du baccalauréat avec les rêves plein la tête. Et j'ai été très vite rattrapé par la vie. Et bon, j'ai décidé de partager ça sur scène et chercher l'argent avec mes douleurs. Ça, c'est l'un de mes talents. Et du coup, quand tu as commencé l'humour, c'est quoi les différents challenges, les défis que tu as eu à rencontrer avec l'entourage déjà, et même sur scène? En tout cas, tous les défis qui gravitaient autour du métier, quoi. À chaque fois, quand on parle de défis et tout, tout ce qui a trait à défis, obstacles, j'élague d'abord l'aspect financier. D'accord. J'élague d'abord l'aspect financier parce que c'est une réalité qui ne va jamais changer dans l'environnement dans lequel on est. Je veux dire, c'est même pas seulement un problème de l'humour, c'est même la musique, même l'entrepreneuriat, tout le monde fait face à des difficultés d'ordre financier parce que, surtout pour un entrepreneur, pour un indépendant, tu vois, les défis étaient ailleurs. C'était pas tant, il faut trouver les ressources financières, il faut trouver ci ou ça. Moi, j'ai commencé l'humour avec 2 lignes rouges, si on va dire ça comme ça. Je voulais le faire différemment. Pour moi, il était hyper important de le faire différemment, dans le sens où il fallait que ma mère ait l'impression que l'école qu'elle m'a envoyé faire me sert à quelque chose. Je le dis comme ça, mais ça ne devait pas être seulement une impression. Il était hyper important que les études, que les années de formation soient présents dans l'exercice de mon art, dans la façon de le faire. Et il fallait aussi qu'à la fin de la journée, parce que la question de l'homme que j'allais devenir, parce il fallait devenir sur le plan social, il faut devenir un homme, un chef de famille, un père, voilà, et un mari. Et donc, il était hyper important pour moi aussi que je puisse m'asseoir le jour où je vais aller pour faire le toc, 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 pour toquer la porte que quand je m'asseye à la table avec mon beau-père, qu'on puisse tenir une discussion sans qu'il ne me voie sous le prisme d'un guignol. Ça a guidé un peu mes choix, ça a guidé toutes mes décisions professionnelles, ça a guidé ma pratique de l'art et ma vision des choses de façon générale. Il y a eu une volonté de professionnalisme dès le départ
pour assurer mes arrières, les arrières de l'homme social que j'étais appelé à devenir demain. D'accord. Et donc, à côté de l'humour, on te voit également dans une casquette de web comédien, la web série. À quel moment est-ce que tu entres dans ce pan-là? Je suis entré dans rien, hein. Tu n'as entré dans rien. Je ne suis entré dans rien. À aucun moment donné, je n'ai cessé de faire ce que je fais. L'humour. Mais à quel moment est-ce que tu ajoutes je me définis comme quelqu'un qui est dans l'industrie du divertissement. D'accord. Je suis dans l'industrie du divertissement. Et comment est-ce que j'arrive, par exemple, sur Internet? J'arrive sur Internet pour me donner de la lumière au travail que je fais. L'Internet, pour moi, au départ, c'est comme un marché. C'est comme un comptoir où j'expose mon talent pour qu'il soit acheté, pour que ce talent-là soit acheté. J'exposais, et c'est plus tard que je me rends compte qu'il est possible de vendre même directement sur Internet. C'était genre, OK, je vais me montrer que je peux faire rire pour que les gens me sollicitent pour venir souvent faire rire. Oui. C'était pas en montrant, et puis je me rends compte que même sur Internet, tu peux déjà vendre ton talent, vendre ton potentiel. Ouais. Et c'est comme ça que je commence à penser vente directe en ligne. Mais je venais pas sur Internet pour vendre en ligne. Non. D'accord. Je venais sur Internet pour proposer mes services, pour que mes services par la suite soient achetés pour des événements, pour ci ou pour ça. Et puis tu découvres là comme ça. Et à partir de ce moment-là, il s'agit, par exemple, il y avait aussi, en début de carrière, il y a cette volonté, ce discours de proche, ce discours il faut diversifier ses sources de revenus. Beaucoup de personnes vont opter pour diversifier ses sources de revenus au-delà de faire de l'humour, ouvrir une boutique, ouvrir un truc d'habits ou quoi que ce soit. Pour moi, diversifier mes sources de revenus, c'était diversifier le type de contenu que je propose dans l'industrie du divertissement. D'accord. Donc, pour moi, c'était ça. C'est ça que j'ai considéré comme la diversification des sources de revenus. Donc, ce qui fait que je pouvais faire rire sur scène, c'est-à-dire à travers le stand-up, et faire de la web comédie, vendre mes services aussi sur Internet à travers le système de monétisation, et notamment faire de la web comédie. Et aussi même, je suis présent aussi, que ce soit en télé ou en radio, à travers des émissions. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai dit, OK, moi, c'était ça mon approche de diversification des sources de revenus. Donc, c'est pas que j'ai commencé à faire autre chose. Non, c'est la même chose. C'est la même chose, mais maintenant, chaque canal de diffusion a ses exigences, a son canevas, a sa méthodologie, et il faut respecter. Il fallait juste que tu t'y adaptes. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, tu es à la tête de plusieurs projets. Quel est le projet, si tu le connais, le projet qui t'a permis de passer à un autre niveau? C'est-à-dire un projet qui a eu un tournant décisif dans ta carrière. C'est difficile. C'est difficile à se prononcer parce que ma carrière, c'est énormément de choses qui entrent en jeu. La carrière du stand-upper, la carrière du web humoriste et la carrière de l'animateur radio. Wow. C'est je veux dire, le tournant décisif, c'est assez difficile. Le tournant, je pourrais te dire par exemple que l'un des tournants décisifs dans la carrière du stand-upper, c'était la participation au Marrakech du Rire. On est en 2019, on est en 2018 ou 2019. Ouais. Ça ouvert les yeux du jeune humoriste qui, au sorti de là, a davantage commencé à rêver grand, à envisager les possibilités dans ce qu'il faisait. Le web humoriste ou le gars de la web série, oui, les délits ont permis, par exemple, d'avoir une ascension réelle sur l'ensemble du territoire national. En termes de notoriété. Le mercredi 15h30 a été un grand moment, à un moment donné, dans les années, je crois, 2019-2020. C'était un grand moment. Mercredi 15h30, tout le monde attendait.
Takam avait pris le pouvoir, si on va dire ça comme ça. Ouais. Ça, c'était sur le plan national. Maintenant, les capsules de Takam permettent à un moment donné d'aller beaucoup plus loin. Sortir du Cameroun. C'est vrai que les délits sortaient déjà, Ouais. mais les capsules ont permis de s'imposer en Afrique de l'Ouest. D'accord. Donc, en Afrique francophone même déjà, donc en Afrique noire francophone, les capsules ont été le projet qui ont permis de s'imposer, de se positionner comme le GOAT, si on va dire ça comme ça. Donc, c'est plusieurs paliers. Mais sinon... je ne peux pas, je ne connais pas, c'est difficile de se prononcer sur c'est quoi le projet qui a été le tournant décisif. J'entends beaucoup de personnes dire j'ai connu Takam dans les délits, dans les délits Takam. Oui, plein de personnes m'ont connu dans les délits de Takam. Plein de personnes m'ont découvert dans les capsules de Takam. D'accord. Plein de personnes m'ont découvert sur scène. Et il y a une anecdote. Il y a mon premier gros contrat. On avait parlé de ça. Non, je dis. Mon premier gros contrat, là, je te parle de 1 million. Hein. Wow. Non, je t'écoute. Je te dis, mon premier gros contrat, je le considère comme un gros contrat. Pourquoi? C'était 1 million, brand ambassadeur sur 1 an. C'était terrible. Donc, pourquoi je dis que c'était un gros contrat? Parce que c'était la première fois qu'on me prenait pour l'endorsement. C'était la première fois qu'on me faisait confiance pour ce genre d'activité. Après, aujourd'hui, on est très, très, très loin de ces chiffres-là. Wow. On est très, très loin. Mais on était là, ça ne représentait, c'était pas l'argent, mais c'était ce que ça représentait, c'était ce pas-là. C'était le fait d'être, pour un humoriste, d'être brand ambassador. C'était avec Infinix. Ah oui. C'est peut-être 2019, 2020. Beaucoup de choses se sont passées en 2019. Hein. Beaucoup de choses. Grâce Je veux dire, j'ai envie de dire 2019, c'était vraiment une année. C'était vraiment une année. Je ne dirais pas, est-ce qu'il y a un projet, le projet qui était le tournant décisif. Je dirais beaucoup plus l'année. L'année, d'accord. C'est l'année 2019 qui était une année décisive dans ma carrière où énormément de choses, énormément de décisions se sont prises. Donc, en fait, lui, par exemple, qui m'a fait Monsieur Fotso, qui m'a contacté pour l'endorsement de Infinix. Et il était à Infinix et au Cameroun à ce moment-là. Aujourd'hui, il est à Brazzaville. Donc, lui il m'a appelé pour ce contrat-là. Lui, sa vidéo pour laquelle, et qui reste jusqu'aujourd'hui sa meilleure vidéo d'Ulrich Takam, c'était une vidéo d'un de mes personnages, Sergio le journaliste 5 étoiles. 5 étoiles. Qui, jusqu'aujourd'hui, reste pour lui la meilleure vidéo. Et ce pourquoi il me donne ce contrat-là. Donc, c'est la vidéo que quand il regarde comme ça, là, il dit que, mais tu es trop fort. Et c'est une vidéo, c'est les vidéos qui étaient regardées par moins de 1000 personnes. Je veux dire, c'était un stade de ma vie où j'étais suivi par une vidéo quand elle faisait 300 vues, j'étais heureux. Donc, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de me caser quelque part, de me catégoriser véritablement. C'est compliqué. Ulrich Takam, c'est énormément de choses qui construisent la marque. Parce qu'on ne va pas se mentir. Ouais, c'est une marque aujourd'hui. C'est énormément de choses qui ont construit cette marque-là. C'est des gens d'horizons divers. Par exemple, on parle, mais il y a un truc fou. Fais un sondage, demande allons dans la zone sahélienne du Cameroun, allons dans le Grand Nord, demande quel est le meilleur projet d'Ulrich Takam. Qu'est-ce qu'on dira? Ils vont te dire Julde, je ne sais pas si tu connais. Ouais. En fait, j'ai des images qui me viennent en tête. Je pense que c'est un projet de 10 épisodes. C'est une mini web-série de 10 épisodes qu'on a fait dans le Grand Nord. Donc, c'est difficile aujourd'hui de dire que... Donc, ça veut dire qu'en fonction de l'endroit où on sera, si on pose la question, les gens auront des réponses différentes. Les gens auront des réponses différentes. D'accord. Tu vas en Afrique de l'Ouest, tu vas dire les délits.
Sur 10 personnes, il y a 2 personnes qui vont te dire, il y a 2 personnes qui vont te dire, ouais, je connais les délires. Et que peut-être si on va à l'Ouest Cameroun, on parle de école publique groupe 2. Oui, tu vois, c'est ça. D'accord. C'est comme ça. Il y a des gens, et même au niveau des tranches, va entre, comment est-ce que je vais dire ça? 40, 50. Demande quel est le meilleur projet du Rich Takam, on va te dire les douleurs. Et d'où là, oui. Non. Je précise que mon père aime beaucoup cette série. Voilà. Donc D'accord. là, on est sur. On est à partir de la quarantaine. Hein. À partir de la quarantaine, ils vont te dire le meilleur projet du Rich Takam, c'est les douleurs. Donc, en tout cas, en résumé, il n'y a pas de projet précis qui a eu à te permettre d'atteindre un certain niveau dans ta carrière, mais tous les projets y ont contribué. Tous les projets contribuent. D'accord. Même les plus. Il y a énormément de projets que je fais sur Internet. Par exemple, il y a pour ceux qui me suivent tous les jours, il y a eu des moments où j'avais un pic d'audience. J'avais un pic d'audience sur Internet. Je faisais 100 000 vues en 3 jours. Maintenant, là, quand je les faisais, je continuais, malheureusement, malgré que j'avais des projets qui marchaient. Je veux dire, la période des capsules, ou que ce soit la période des délits, tu vois, c'était des projets qui marchaient. Ouais. Mais je diffusais d'autres projets qui, a priori, ne marchent pas. Pendant que tu as un projet en ligne qui fait 100 000 vues, tu diffuses un autre que tu sais que ça va faire uniquement 10 000 vues. Mais tu es en train de parler à une frange de la population particulière. D'accord. Tu es en train de toucher une audience particulière. Tu t'attends pas à ce que le projet fasse boum. Mais tu es en train de parler. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, la marque Takam est une marque connue du maximum de personnes, et ce, pour les raisons différentes. D'accord. Là, je pense que c'est plus clair. Et donc, ton regard sur l'industrie aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, est-ce que tu vois les réseaux aujourd'hui comme étant un levier ou alors c'est un facilitateur qui a un peu, rabaissé les exigences du métier? C'est un réel levier. C'est un réel levier. Là, on n'a pas le temps pour pleurnicher. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les gens seront toujours sortis du lot. Malgré quel que soit le niveau avec lequel la bêtise monte, les gens seront toujours sortis du lot. On n'a pas le choix. Le monde, il évolue. Internet est un véritable levier. Internet en a été un pour moi. Je veux dire, j'ai beau faire du stand-up, j'ai beau être passionné du stand-up et tout ça. C'est Internet qui m'a donné l'argent. Est-ce qu'on mange du stand-up à la fin de la journée? Pas du tout. Pas du tout. On ne mange pas du stand-up à la fin de la journée. On ne remplit pas le frigo. On ne lance pas un chantier. On ne coule pas la dalle avec le... Attends. Donc, en fait, oui, il y a des choses que indéniablement, c'est Internet. C'est Internet qui a gonflé mes sources de revenus. D'accord. Donc, Internet, en ce moment-là, est un levier réel. Et à côté de ce type de choses, il y a toujours les dérives. Les dérives ne sont pas loin. Les inconvénients ne sont pas loin. Maintenant, il y a une éducation qui doit venir derrière. Il y a une nécessité d'éduquer les gens à l'utilisation d'Internet. Qui va le faire? Je ne sais pas. Ah, peut-être vous. Non, moi qui? Que je connais quoi? Vous, les influenceurs. Écoutez, il y a des choses que chacun... Moi, je pense, il est hyper important, tous les parents. Ouais. Les parents ont la responsabilité d'apprendre à l'enfant le discernement, la notion de bien et de mal. Une fois que tout le monde a géré la partie là, ça c'est mon point de vue. Une fois qu'on a géré la partie de ça là est bien, ça là est mal. Si c'est que tu décides de faire le mal, c'est ta décision personnelle, on ne peut rien. Mais après ce travail que les parents peuvent faire, tu fais bien de mentionner ce point-là. Après ce travail que les parents font au quotidien, le parent n'a pas le total contrôle sur ce que l'enfant regarde sur Internet. Oui, c'est parce que justement, le parent n'a pas le total contrôle de ce que l'enfant regarde sur Internet qu'il faut juste lui apprendre le discernement. Il faut contrôler, il faut s'assurer qu'on ait la notion du discernement, la connaissance du bien et du mal. Parce que Internet, les gens vont faire des choix. Il faut que, après, les gens peuvent se mentir. Les gens peuvent dire, oh, c'est monté, j'ai été influencé, j'ai été ceci, cela. Une fois que tu connais la différence entre le bien et le mal,
Ce que tu as choisi de faire là, c'était en connaissance de cause. Tu savais que c'était mal. C'est un choix que tu as fait. Ne te cache pas derrière qui que ce soit. Ne te cache pas derrière le fait que ça génère. Montrer tes faits sur Internet, c'est mal. Ça, c'est vrai. Et tu en as conscience. Ne viens pas dire que tu n'étais pas au courant. Tu étais au courant. Maintenant, du côté de la personne, de la grande fille qui montre ses faits sur Internet, il y a également la petite fille qui est jeune, qui, malgré le fait que ses parents lui parlent, va se faire influencer parce que la grande Si on sœur fait. lui a appris Non, mais elle est la jeune. différence... Ouais, j'ai dit... C'est pour ça que je dis, ce pourquoi on doit se battre, c'est apprendre aux gens la différence entre le bien Et le mal. et le mal. Même si c'est que tu as 5 ans, qu'on t'apprend, on s'arrange à t'apprendre la différence entre le bien et le mal. Parce que je ne vois pas le combat qu'on va faire aujourd'hui. La machine doit être trop puissante pour dire que la machine doit être puissante pour décider de censurer un certain nombre de choses. Et la machine, c'est pas moi. Je ne peux pas être la machine. Ouais. C'est tous ensemble que nous pouvons décider d'être la machine. Sauf que la machine que nous pouvons représenter n'est pas fonctionnelle aujourd'hui. Parce que qui met les mauvais contenus en avant? C'est pas nous. En fait, les créateurs de contenu sont j'ai envie de dire, responsables. C'est nous qui mettons, c'est nous les consommateurs, c'est nous les créateurs de contenu, c'est nous les consommateurs. Nous, quand on voit une vidéo des fesses, on n'est pas fiers. On recommande, ça ne recommande pas. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas le contrepoids de ces vidéos-là sur Internet? Il y a tout sur Internet. Il y a le contrepoids. Les vidéos des fesses, là, il y a le vidéo des cerveaux aussi. Il y a la vidéo du cerveau. Nous, consommateurs, on a choisi de ne pas aider l'algorithme à vulgariser la vidéo du cerveau. Nous sommes tous responsables. Tout ce que je dis aujourd'hui, c'est que Internet, c'est un levier. C'est un levier réel. C'est un monde de possibilités qui offre des possibilités, la monétisation, par exemple, sur Internet, donne la possibilité à une ou deux personnes d'être indépendantes financièrement. Ça, c'est vrai. Maintenant, le choix du type de contenu, c'est un choix que tu as fait. Ne viens pas nous dire après. C'est un débat, après c'est un challenge, c'est une affaire, une histoire entre toi et ta conscience. Ouais. Ne viens pas, raconte-nous des salades, tu veux. Raconte-nous non, on m'a menti, oh, je ne savais pas, oh, en fait, ce n'est pas moi qui ai fait. C'est pour toi là-bas. Le choix que tu as fait, tu l'as fait en connaissance de cause. Tu savais que c'était mal. Tu as décidé de le faire. On se voit tous au jour du jugement dernier, c'est tout. Mais il y a j'ai envie de dire, des petits humoristes qui ne font pas toutes les classes que les grands humoristes ont fait, mais qui, grâce à Internet, ont explosé en quelques temps. Juste grâce à une vidéo où ils faisaient une petite blague et qui a buzzé. On ne fera jamais toutes les classes que les... C'est ça, le rôle. J'ai envie de dire, c'est le rôle des anciens. C'est comme ça que le monde fonctionne. Nous sommes censés travailler pour l'amélioration des conditions de vie des générations futures. C'est pas seulement dans l'humour, c'est pas seulement sur Internet, c'est comme ça. Ce n'est pas une injustice sociale. L'enfant est censé dépasser le père. Ah oui. C'est comme ça. C'est pas non, il a pas fait. Non, ça sera toujours comme ça. Et les gens qu'on estime qu'eux, ils n'ont pas fait toute leur classe là, il y aura d'autres qui vont venir demain, ils ne vont même faire aucune classe. Et qui auront des meilleurs résultats. Tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut former ceux qui veulent être formés. Ceux qui ne veulent pas être formés, tu ne vas pas les attacher. La machine doit être beaucoup plus puissante. C'est la machine qui doit dire que c'est peut-être la machine étatique qui doit dire que si par exemple tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu n'as pas telle certification, tu ne peux pas faire telle chose, ça c'est la machine. Ouais. Et nous on n'est pas la machine. Tant qu'on n'a pas la machine, et si la machine ne régule pas, à ce moment-là, on ne peut donner qu'à ceux
qui ont émis la volonté D'apprendre. d'apprendre. Et ceux-là, il y en aura toujours. Et ça, c'est dans toutes les industries, dans toutes les sociétés. On est en France. Ouais. On est en France. Il y a cette guerre avec il y a cette guerre des stars d'Internet. Les stars d'Internet qui ne sont pas légitimes, par exemple, qui sont combattus sur d'autres terrains, qui sont pas aimés de si parce qu'ils n'ont pas fait leur classe. Il y a cette guerre-là partout. Maintenant, tout ce que je peux, ça c'est mon petit cerveau, la petite réflexion que mon petit cerveau peut faire, c'est qu'il y aura toujours des gens, malgré qu'il y a des gens qui ne vont pas faire leur classe, il y a d'autres personnes qui vont le faire et qui vont bien faire. C'est à nous, consommateurs, de donner de la place et de valoriser les gens qui font leur classe pour que la réussite, pour que le travail soit toujours récompensé. Pour que ce ne soit pas la paresse qui soit récompensée, c'est le public. Parce qu'on est dans l'art, par exemple. Dans le cas d'espèce, on est dans l'art. Et c'est le public le patron. Ah, ça c'est vrai. C'est le public le patron. Moi par exemple, je vais me placer où pour dire que ce que je fais là est bien. C'est le public qui décide. C'est le public qui décide. Je veux me placer où pour dire que non, moi, contrairement à tel, j'ai fait toutes mes classes. Tu peux faire tout. Il y a énormément de personnes qui sont de meilleurs comédiens que moi. Qui ont fait plus d'années en classe de théâtre que moi. Mais qui n'ont pas la visibilité que j'ai. Ah, ça, c'est deux choses différentes. Non, donc, je veux dire, en fait, qui n'ont pas la récompense. Si tu veux que je parle de... Qui n'ont pas la récompense. Parce que la récompense est donnée par qui? Par le public. Par le public, oui. Et c'est lui. Donc, c'est pas deux choses différentes. On parle de la même chose. Oui, mais la difficulté, c'est que sur les réseaux, c'est pas toujours le plus compétent qui aura de la visibilité. Qui donne la visibilité? Ce sont les internautes. C'est le public. Ouais, le public. C'est le public. Donc, si ce qu'on doit interpeller quelqu'un ici, là, c'est qu'on doit interpeller le public qui doit décider maintenant, qui doit prendre, on doit supplier le public de prendre les bonnes décisions. Ouais. De prendre la décision de mettre en avant quelqu'un qui a un fond, qui a du boulot, qui a fait ce que tu appelais toutes ces classes. D'accord. Parce que ça sera comme ça. Pour la question de est-ce que les gens qui n'ont pas fait toutes leurs classes sont légitimes ou pas? C'est un faux débat. Ils sont légitimes parce que c'est pour ça que les générations précédentes ont travaillé. Parce que dans l'ordre mondial, on travaille au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie des générations futures. D'accord. Alors, et si je te demandais, dans ta carrière, 2 ou 3 humoristes qui t'ont inspiré? Tout le monde m'inspire. Tout le monde. Je suis tout le monde. Je suis vraiment tout le monde. Mais il y a par exemple, il y a le jeu de Gad Elmaleh qui m'a toujours impressionné et qui m'a toujours passionné même d'ailleurs. Il y a au Cameroun, il y a le grand frère Moustique. Moustique, c'est un modèle. C'est un modèle de réussite sociale. C'est un modèle de réussite professionnelle. C'est un modèle de réussite dans le secteur d'activité que j'embrassais. D'accord. Au moment où je l'embrassais, je me suis rapproché de Moustique qui m'a donné certaines clés. Et c'est l'occasion de dire merci aujourd'hui, qui m'a ouvert les portes. Et quand j'embrasse le métier de l'humour, je suis animateur radio, le moment là. Quand je vais le voir pour lui dire que, ok, voilà, il me vient l'envie de me lancer. Il dit que, ok, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Il m'a donné ces clés-là. Donc, et ça m'a marqué. Après, par la suite, tu rencontres tout le monde.
tu rencontres tous les autres et c'est step by step. Je veux dire, c'est pas tu te lèves le matin et tu as le contact de tout le monde. Ouais, c'est ça. Au fur et à mesure, tu rencontres des grands frères comme Valérie Ndongo, tu rencontres des grands frères comme, ou des papas comme Fingon, ainsi de suite. Tu rencontres tout le monde, tu rencontres les Taniers, tu rencontres les Doudois, tu rencontres tout le monde et tu échanges. C'est magnifique ce que peut apporter une conversation. Humainement, intellectuellement, c'est magnifique. Même 2 minutes de conversation. Oui, c'est énorme. Rien que voir Jamel Debbouze, par exemple. Rien que le voir. On n'a pas causé plus de 3 minutes. Il était venu là, il s'est juste intéressé à moi. Et, ah ouais, ça va, ça se passe bien, ok, d'accord. Il m'a posé la question, on s'est logé, vous êtes logé dans quel hôtel? Ça va, c'est bien, ok, d'accord, ok. Ouais, tu viens du Cameroun, oh, ça se passe bien l'humour au Cameroun. Donc, rien qui me concernait personnellement. Mais rien que cette conversation qui a duré moins de 3 minutes, qui pour lui était, voilà, il faisait juste la conversation. Il veut dire, je ne suis même pas sûr que en 2018, là, cette conversation, il s'en souviennent, il est retenu. Il faisait la conversation. Mais ça m'a renseigné sur quelque chose. Ça m'a donné l'information de, pendant ton parcours, pendant que tu évolues, ouais. Quel que soit le stade que tu atteins, il est hyper important de se soucier des autres. Non, c'est vrai. Il est hyper important de demander à l'autre, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça va? Bien que tu sois supérieur. Ça, c'est une information. C'est fou ce qu'une conversation peut nous donner comme information. Par contre, il faut être à l'écoute. Ah oui, toujours. Et donc, j'ai eu la grâce d'apprendre de tous ceux avec qui j'ai pu converser depuis le début de ma carrière. Ouais. Dieu merci, je parviens et je réussis à converser avec le maximum de personnes, avec le maximum de mentors, de tenors dans l'humour du Cameroun. Je parviens à converser avec eux, ce qui fait qu'au quotidien, je continue d'apprendre. J'apprends tous les jours. D'accord. Et si je te demandais une personne avec qui tu aimerais être sur scène, mais que tu n'as jamais eu l'occasion? Une personne avec qui j'aimerais être Pas sur forcément scène. au Cameroun, hein, dans d'autres pays. Ou alors quelqu'un avec qui tu aimerais faire un sketch, une web série. Non, j'ai pas ce type de problème. Quand je dis j'ai pas ce type de problème, c'est que je veux juste faire mieux qu'hier. C'est mon seul rêve. Donc il n'y a pas voilà, un acteur. Il n'y a pas... Non. Ça ne t'impressionne pas? Je veux juste faire mieux qu'hier. Si sur le parcours, sur le trajet, je rencontre des gens que je n'estimais pas un jour rencontrer, tant mieux. Mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est faire mieux qu'hier. Être une meilleure version de moi-même. Être aimé de ceux qui ne m'aiment pas encore. Être apprécié. Bon, à la limite, être aimé, c'est un grand mot, mais à la limite, être apprécié. Comme mon travail, pas moi, hein, ma tête, je ne me paye pas déjà. Donc, j'enlève une bonne partie. Donc, je veux dire que même aux côtés des filles, je ne suis pas le gars le plus... Donc, aimer, c'est un grand mot, tu vois. Ouais. Mais que mon travail soit apprécié de ceux qui, hier, peut-être, ne l'appréciaient pas encore. Que mon travail soit mieux apprécié de ceux qui l'appréciaient déjà. C'est ça ma plus grosse urgence. J'ai pas d'autre urgence. Il n'y a pas une scène particulière que si je meurs sans jouer là-bas, c'est qu'on va m'enterrer, mon cerveau va sortir pour aller jouer là-bas. Non. Il n'y a pas une scène particulière. D'accord. Mais après, si je joue à l'Olympia, je serai heureux. C'est magnifique. Je serai heureux. Sauf que le lendemain matin, je vais me dire, what next? C'est tout. Ce sera pas... Il n'y a pas un endroit où, non, quand je vais finir, là, je vais dire, c'est bon, je peux mourir maintenant. Non, il n'y a pas. Parce qu'il y a toujours les challenges. Au fur et à mesure que ma petite carrière m'a appris que les challenges sont tellement grands. Les challenges sont tellement grands. Et à chaque fois que j'accomplis quelque chose, je me rends compte que, en fait, je n'ai rien fait. Parce qu'il y a énormément d'autres choses que des confrères d'autres pays, des contrats d'autres personnes, d'autres domaines ont fait beau. Quand si tu fais une salle de 1000 places, que tu te rends compte que les humoristes en Europe font des stades, tu es ridicule. Il y a encore du chemin, ouais. Tu es ridicule. Je veux dire, tu vas être fier de ton accomplissement, mais il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir.
il y a énormément, il y a une industrie à bâtir. Pas seulement au Cameroun, en Afrique. Parce qu'il y a un gros marché. Il y a un gros marché de l'humour. Donc, j'ai pas le temps non, il faut que je fasse ci. Tout ce que je veux. Être une meilleure version. Meilleure version, c'est tout. Aujourd'hui, tu es pratiquement suivi à plus de 3 millions de personnes si on cumule l'ensemble de tes réseaux. Qu'est-ce que ça représente en argent? En argent. Aujourd'hui. J'aime plus l'argent. Hein. J'ai chuté. J'ai plus l'argent. Un Camerounais n'a jamais dit qu'il a l'argent. Non, j'ai plus l'argent. J'ai plus l'argent. J'ai des charges, c'est tout. J'ai des charges. Comment est-ce que j'ai des charges? J'ai énormément de charges. J'ai peut-être un patrimoine. Je ne nie pas. Ouais. J'ai un patrimoine qui est pas petit. C'est important d'entrer quand même dans les détails parce que c'est ça aussi qui fait rêver ceux qui sont derrière et qui aimeraient atteindre un certain niveau. Non, au-delà de la passion pour le métier, au-delà de ce que on a envie de devenir. Non, je vis pas mal. Oui, vraiment. Ça, on le sait déjà. Non, ça se voit. Ça se voit que tu vis pas mal. Non, j'ai pas d'argent. J'ai des projets et j'ai des charges. Mais j'ai un patrimoine qui n'est pas négligeable. Par exemple, je vis chez moi. Ouais. Et c'est pas en location. C'est pas le quartier. Tu comprends? Je veux dire, c'est pas le quartier. Je vis chez moi. C'est pas parce que c'est pas parce que alors lui il a choisi de montrer sa part. Il y a les gens que et ils peuvent ne pas montrer. Voilà. Et voilà. Et je ne marche pas à pied, si on va dire ça comme ça. Et je peux pas dans n'importe quoi. Et je peux choisir laquelle je sors avec. D'accord. Donc à un moment donné, quand même, il faut qu'on se dise les vérités. Et puis voilà. Je peux me lever le matin comme ça là. Si c'est que je peux me lever le matin comme ça, je regarde le vol d'Air France du soir et je le prends. Tu le prends. Ça, c'est possible. Mais j'aime pas l'argent. Non, je n'ai pas l'argent. Pourquoi? Parce que les projets sont bien plus grands. Parce qu'il y a une entreprise, il y a une industrie à bâtir. Il y a une industrie. Par exemple, j'ai pas encore de festival sur le Cameroun. Ce qui est un problème ce qui est un réel problème pour l'humoriste que je suis, pour ma petite carrière. Mon comedy club, il traîne à démarrer. Là, on n'est pas dans des petits budgets, on est dans des budgets on est dans les 100 millions, 200 millions. Hein. Wow. Donc, à partir de ce moment, quand tu as ce genre de projet, tu vas dire encore que tu as l'argent. Non, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, mais tu as une grosse volonté de faire des choses. J'ai surtout la volonté des charges. J'ai la masse salariale qui m'asphyxie. Ah ouais. C'est pas évident. Parce qu'il y a toute une équipe derrière. Oui, je suis là, je n'arrive même pas, je n'arrive plus à payer les salaires. Non, mais ça, j'ai chuté. Ça, c'est ce que tous les entrepreneurs camerounais disent. Je n'ai plus d'argent. je suis pauvre. Un entrepreneur camerounais n'a jamais avoué. Parce qu'on est dans un environnement qui est difficile. On est dans un environnement qui est particulièrement difficile. Il s'agit de... c'est comme j'ai une actrice qui dit, il s'agit de calmer les nerfs, tu vois. Non, il faut, on n'a pas d'argent. Personne n'a de l'argent. Les projets, on est dans un environnement où tes projets sont toujours plus lourds que les sommes que tu disposes. Ouais. Et donc, du coup, tu vas dire que tu as l'argent que tu as. Bon, ça m'amène à te poser une autre question. Est-ce que tu es riche? Est-ce que c'est encore une question qui est... Est-ce que je suis riche? Oui. Oui, je suis très riche. Si on part du principe selon lequel, dans une interview, quand Komala disait qu'on est riche à partir d'une femme et d'un enfant, je suis un peu pauvre parce que je n'ai pas encore l'enfant, mais ça va venir. Mais j'ai une compagne qui m'aime et qui me donne la force au quotidien d'avancer. C'est ma première richesse. D'accord. Maintenant, est-ce que j'ai les terrains d'Antwerp? Ce n'est pas moi qui ai tous les terrains d'Antwerp. J'ai peut-être qu'une ou deux parcelles, tu vois un peu. Mais le titre foncier n'est même pas encore sorti, tu comprends? Donc là, c'est compliqué. Donc, je suis riche. Je suis riche de tout l'amour que je reçois. J'ai l'amour des Camerounais. Ouais. Il y a certains politiciens qui n'ont pas ça. Donc, tu comprends un peu. C'est énormément de richesse. Je suis très riche.
Mais suis-je riche de ce que tu penses que je suis riche? En argent. Je ne sais pas. En argent, je t'ai dit qu'il n'est pas l'argent, je suis pauvre. Attends, je te montre, je ne sais pas si tu vois. Attends, ça renseigne à suffisance mon niveau de galère. Tu vois, j'avais dit, voilà ça. Tous les gars de la diaspora. Les gens qui sont en Ile-de-France. J'ai dit que tous les gens en Ile-de-France, là, voilà, ça renseigne au niveau de galère. Voilà ça, il y a ma photo sur ça. Ouais, je galère, c'est chaud. Bon, peut-être en Europe, mais au Cameroun, Ouais, je galère. Voilà ça, voilà la preuve. Toi, mais tu vois, non? Ouais, je vois. Tu vois, j'ai rechargé. J'ai rechargé aussi comme ça, là, c'est tout. Parce que, genre, c'est pas tous les jours qu'on paye le taxi à 50 € et tout ça, 55, tout ça. Je paye le taxi seulement quand il part à l'aéroport. Parce qu'il y a les bagages. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Yoshtakam a des investissements autres que dans le secteur artistique? J'investis dans l'art. Uniquement dans l'art? Uniquement dans l'art. Il n'y a pas un magasin, il n'y a pas une boutique quelque part? Non, si on m'offre. Si tu penses que tu peux m'offrir ça, il n'y a pas de... J'offre en tant que qui? Non, on investit dans l'art. On investit beaucoup dans l'art parce que ça va venir. Moi, je ne considère pas ça. Je ne considère pas ça comme un investissement. Ouais. Dans ce sens où, si c'est que je considère ce genre de choses comme des investissements, je me disperse dans l'activité dans laquelle je suis. Il y a énormément de choses à réaliser dans le secteur d'activité dans lequel je suis que aller devenir, je veux dire, aller ouvrir une chaîne de boutique d'habits là. c'est pour sortir, ça va m'aider à sortir de là. Ouais. Parce que je ne peux pas mettre beaucoup d'argent. Je ne peux pas avoir 2 boutiques et je suis là que je fais rire les gens. Vous êtes malade, je fais rire comment. J'ai 2 boutiques, j'ai des titres, c'est qu'on vole ma marchandise. Tu vois, je veux dire que je fais rire quoi. Je sais que quoi. Tu vois, c'est un peu... Moi, je considère pas... Je peux bien évidemment, pourquoi pas... comment est-ce que je vais dire ça? Je peux avoir de telles initiatives, peut-être que dans le sens d'aider ou accompagner un proche ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je ne considère pas ça comme des investissements. D'accord. Aujourd'hui, en tant que Camerounais, on est à la veille des élections présidentielles. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Quand tu regardes les manifestations, l'ensemble de ce qui se passe qui sur va les réseaux... gagner? Non, pas c'est qui va gagner. C'est dans l'une qu'on saura qui va gagner. Oui, ça c'est dans l'une. Mais j'avais envie de dire, c'est quoi ton appréhension du peuple camerounais? Ton appréhension du peuple camerounais, c'est-à-dire, comment est-ce que tu vois le peuple camerounais se tenir vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on a une bonne posture? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce non, que, voilà. je suis très mal placé pour dire qu'est-ce qui est... Non, ton avis. Non, qu'est-ce qui est la bonne posture? Je veux dire, en fait, il y a des questions qui nécessitent les personnes ressources. Je veux dire, du moins telles qu'elles sont formulées, c'est des personnes ressources qui doivent répondre. Je veux dire, je n'ai pas fait sociologie. J'ai fait peut-être que... J'ai fait quoi? J'ai fait 1 an de sociologie. C'était une matière. C'était pas genre, c'était ça que je faisais. C'était une matière. Oui, sociologie. Donc, je ne suis pas qui pour savoir quelle est la posture de la société. Non, mais mon point de vue, maintenant, mon point de vue, je trouve que le Camerounais, tout ce que je sais, c'est que le Camerounais, de façon générale, aime et adore son pays. Les Camerounais sont fiers. J'ai eu la grâce, j'ai la chance de marcher un peu, de sortir du Cameroun, de discuter avec les Camerounais de la diaspora, et tout le monde aime le Cameroun. Et personne n'a envie de voir un Cameroun aller en centre. Maintenant, tout le monde, moi aussi, on espère un changement. On espère un Cameroun meilleur. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Alors aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de manifestations, si on va dire des crises de tribalisme qui vont de gauche à droite et qui prennent de plus en plus de l'ampleur avec Internet. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que la notion de tribalisme est plus présente sur Internet et pas sur que dans le cas. Ok. L'affaire de tribalisme, là, c'est beaucoup sur Internet. Je ne suis pas... C'est comme, par exemple, le racisme ici en Europe. J'ai vu aussi. J'ai vu. Mes premières années, j'ai vu ce que c'est.
Mais le tribalisme, je n'ai jamais vu. D'accord. Je n'ai jamais vu sur le terrain. Sur Internet, oui. Je n'ai jamais vu sur le terrain. Je n'ai jamais... vanner quelqu'un du fait de ça, vanner quelqu'un, par exemple, du fait de son appartenance culturelle, si c'est ça si c'est ça le tribalisme, c'est que peut-être il y a. Mais je ne pense pas que ce soit ça le tribalisme. On vanne sur la base des préjugés, on vanne sur la base OK, c'est drôle, mais on ne déteste pas quelqu'un parce qu'il appartient. On n'a jamais détesté. Dans nos salles de classe, moi j'ai grandi à l'Ouest, mais il n'y avait pas que les gens de l'Ouest, il n'y avait même pas que les gens de mon village dans mes salles de classe à l'école. Et il n'y a personne à qui on a dit ça, pas chez vous. Parce que tu n'es pas de la localité. Oui, il n'y a personne à qui on a dit ça. À l'université, même nos amis. Même nos amis, aujourd'hui, c'est varié. On n'a pas des amis que ça doit être de la région ou quoi que ce soit. Même maintenant, là, les gens avec qui nous forniquons. Société de fornication aujourd'hui, quand même. Non, ouais, je veux dire, on est une grosse société de fornication, des consommateurs par excellence de préservatifs. Ouais. Donc, mais c'est pas le préservatif à ce moment-là ne cherche pas la tribu. C'est pas genre, il n'y a pas. Tu es doux. Tu es doux. Il n'y a pas tu es doux là-bas. Ouais. Tu es doux. C'est beaucoup plus le dossier, si c'est un bon dossier. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, je pense que moi, le tribalisme, beaucoup plus présent sur Internet que sur le terrain. On va rapidement passer à l'étape sans filtre, la partie que beaucoup de personnes aiment. D'accord. On pose des questions. Beaucoup de personnes, sauf les invités, je pense. Ouais, c'est la partie où les gens aiment souvent les questions. C'est-à-dire, on sort de là, on sort de la profession, et les Camerounais adorent ça. Ouais. Ok, la première question, ça va être est-ce que Ulrich Takam est en couple? Oui. Oui. Fier d'être en couple. Je le suis. Tout se passe bien. Oui, non, c'est qu'à dire que j'ai aussi la grâce d'être dans une relation. C'est pas donné. Hein, parce qu'on est dans une société de célibataires. Vraiment, être en couple, c'est dur hein, aujourd'hui. Je vois les gens, je suis les lives du Waman. Les gens se cherchent. C'est compliqué. Wow, je suis ici, là. Moi, c'est pour ça que je m'estime heureux. J'ai la grâce d'être en couple, d'être dans une relation. Parce que ce que je vois dehors, là, c'est pas évident. C'est terrible. Oui, c'est chaud, hein. C'est chaud, les gens. Donc, quand tu regardes ta vie de célibataire et celle d'aujourd'hui, ouais, vraiment que... Non, j'ai la grâce d'être dans une relation où ça peut être une impression, je sais pas, mais je me sens aimé. D'accord. Ce qui revient également beaucoup sur les réseaux concernant ton travail avec les web-séries, il y a beaucoup de personnes qui ressentent cette frustration du fait que Takam ne finit jamais ses séries. Ouais. Ça revient constamment. Les délits de Takam, je pense aussi peut-être les caprices d'Alison. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui attendent la fin de la série Les Délits de Takam. Peut-être aussi Malia, je ne sais pas si c'est en cours. Il y a beaucoup de personnes aussi qui attendent, qui ne veulent pas que les choses finissent. Il y a beaucoup. Parce que je suis aujourd'hui un peu taxé comme le gars qui ne finit jamais ses séries. Oui, il y a 2 ou 3 séries qui ne sont pas finies. Ouais. Mais il y a plein de séries qui sont finies. Et les gens ne veulent pas que ça finisse. Il y a plein de séries qui sont finies. C'est quoi que je dois faire une série toute une vie, je dois seulement faire des saisons. J'ai fait 2 saisons d'école publique. Des gens sont en train de dire, oh, tu n'as pas eu 3 fois, il lit là, oh, tu n'as pas fini l'école publique. Vous voulez que je fasse seulement comment? Alors que même le dernier épisode, j'ai mis fin. Les gens disent que je n'ai pas fini les capsules. On a fini les capsules. Oui, il y a les délits qui ne sont pas finis. Et face à ce sujet-là, les délires, c'est le cas le plus... Oui, les délires ne sont pas finis. Les délits, et ça, je l'ai expliqué. On s'est retrouvé dans un projet qui est devenu plus grand. Les délits, c'est le projet avec lequel j'ai débuté en tant que producteur. J'ai débuté ma carrière de producteur. Et donc, j'ai toujours produit l'ensemble de mes séries, j'ai produit sous fonds propres.
Toutes les séries que je produis, c'est sous fonds propres. D'accord. Donc, on est arrivé à un stade où mon argent à moi seul ne suffisait plus pour faire la série. C'était soit je continue à faire la série là jusqu'au jour où mon argent est fini le tout, ou alors j'arrête pour survivre. Parce que je pouvais mettre 1 million. Je peux mettre 1 million dans les délits pour le mois. Donc, pour faire les 4 épisodes du mois, je mets 1 million. Et sur Internet, ça génère 800 000. Et les 800 000 là, parce que la configuration parce que j'ai commencé le projet, j'ai commencé les délits dans une configuration où je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça allait mordre. En fait, comme je l'ai dit, je suis arrivé sur Internet avec une volonté d'exposer juste mon travail. Donc, tous ceux qui venaient là, tous ceux qui venaient travailler, je les payais de sorte à ce que je les payais sans retirer les charges de la production parce que j'étais en train d'investir sur ma carrière. D'accord. Donc, en fait, je prends par exemple, je ne veux pas venir sur les pourcentages des uns et des autres. Je veux dire, les pourcentages, on avait organisé une distribution des pourcentages des revenus générés par YouTube sans enlever les charges. OK. Donc, par exemple, quand on mettait 100 000, au départ, on faisait des vidéos de 4 minutes. Les délits ont commencé, c'était 4-5 minutes. Ouais. Donc, je pouvais mettre 100 000, à la fin je vais mettre 100 000, ça génère peut-être 120 000 ou quoi que ce soit. Tu vois un peu. Je partage avec les gens. Je sais que moi, les 100 000 là, c'est que j'ai investi 100 000 sur ma carrière. Sur ta carrière, ouais. Donc, en fait, c'est chaque que j'ai investi 100 000, on partage les 120 000 là. Et puis, tranquille, moi, ça me fait pas. Mais donc, en fait, c'est comme si on partage j'ai mis 100 000, ça a donné 120 000. On a partagé les 120 000. Peut-être ma part est sortie 50 000. Je n'ai perdu que 50 000, ça va. Donc, en fait, j'ai mis 50 000 dans ma carrière, dans le développement de ma carrière. Mais on arrive à un stade où je commence à mettre 1 million, parfois 1,5 million par mois dans les délits et ça génère 800 000. Et je partage encore le tout. Ah ouais. Parce qu'on reste sur les mêmes distributions de pourcentage. Je ne vais pas revenir sur les pourcentages. On reste sur les mêmes distributions de pourcentage. Donc, en fait, ce qui fait que chaque mois, je me retrouvais en train de perdre dans les 600 000, 700 000. Donc, je perdais. Donc, je ne peux plus investir 700 000 dans ma carrière. Que c'est la carrière. Je ne peux plus investir 700 000 dans la notoriété vu que je suis déjà populaire. Ouais. C'est un investissement qui n'a pas sa place. Donc, c'est soit j'arrête, soit je coule. Donc, on comprend bien que la difficulté en ce moment, c'était une difficulté financière. C'était une difficulté financière. Mais aujourd'hui... Et c'est pareil pour Malia. C'est pareil pour Malia. Malia, c'était le premier projet où je voulais traverser le cap de web série à série tout court. Malia, si les gens regardent, ça a été tourné dans les mêmes conditions, dans de meilleures conditions. En termes de qualité, on a upgrade en termes de qualité. C'est une série qu'on a tournée dans 3 villes. On a tourné à Yaoundé, Batchengan et Kribi. D'accord. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis énormément d'argent. Sauf que tu ne peux pas mettre tout cet argent pour diffuser sur Internet. Internet ne génère pas. La rémunération d'Internet ne rembourse pas les frais et tout ça. Donc, c'était dans le but que, après, tu as un diffuseur qui achète la série. Après, tu n'as pas ça. Tu ne peux pas continuer. C'est les réalités. C'est les réalités. Donc, à un moment, en tant que producteur, il faut arrêter. Sinon, tu tombes. Non, mais étant donné qu'aujourd'hui, je dirais quand même que les Daily Takam, c'est une série qui est très attendue. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de remettre les choses en place? Aujourd'hui, en fait, je parle, je te prends banalement. Dans le casting, Ouais. la série, si tu te souviens de là où la série s'est arrêtée. La série s'arrête, on a dans le casting, on a Joyce, on a Takam, on a Rigobert, on a Eshou, on a Valérie Ayena, on a Lidol, on a Sissoul. On a Lidol, on a Sissoul, on a Master Ivo, on a Kopo. Regarde le Malachi. Oui, on a Malachi aujourd'hui qui n'est même plus au Cameroun. Tu vois, regarde, la série s'est arrêtée, voilà le casting. C'est petit agent. C'est quand même énorme.
Je veux dire, en fait, ce n'est même pas, quand je dis, est-ce que c'est petit argent, parce qu'on ne les paye même pas. Ah. On ne les paye, on payait presque personne. Je veux dire, les gens qui ont gagné relativement de l'argent, c'était la team de base, c'était la technique de base, Ouais. c'était l'équipe de la production. saison 1. Parce que énormément, tous ceux qui sont venus, tous les noms que je cite là, c'est les gens qui sont venus donner des coups de main, qui, à la limite, ont géré le VHR. Personne n'a de cachet. Donc, si c'est que tu veux me les payer, tu es mort. D'accord. Il n'est jamais donné, que ce soit à l'idole ou à Valérie Ayena ou même à Sissoul, je n'ai jamais donné 5 francs. Donc, c'est Donc, du si coup un c'est que tu problème voulais de... les payer, donc, aujourd'hui, c'est compliqué. Ce n'est pas impossible. Et c'est des réflexions que nous menons. C'est des réflexions que nous menons. Oui, mais ce n'est pas facile. Pas du tout. En tout cas, donc, c'est une question de rentabilité aujourd'hui. Oui, c'est une question de rentabilité. C'est bien beau. C'est bien beau de le faire. On réfléchit. C'est des réflexions. Par exemple, je suis en train de réfléchir. 2026, ça va faire 10 ans de carrière. Je suis en train de penser à l'éventualité de pourquoi pas célébrer ces 10 ans de carrière-là avec, pourquoi pas, faire revenir, à l'occasion des 10 ans de carrière, faire revenir ce projet. En tout cas, je pense que toute ta communauté le souhaite. On le souhaite tous, mais je ne peux pas faire ce que je n'ai pas les moyens financiers pour faire. Je t'ai dit que mon pass Navigo c'est pas rechargé en somme. Je veux dire, j'ai rechargé pour le mois. Quand le mois va finir, il faut falloir trouver 80 € encore pour recharger. C'est pas évident, c'est chaud. Donc, si on peut ouvrir un Litchi pour que les uns et les autres, pour aider Takam à recharger son pass Navigo, s'il vous plaît. Ouvrons Litchi, on va lancer la cagnotte. Les contacts vont s'afficher au bas de l'écran et tout ça là. Le Litchi est ouvert. Et donc Takam, oui. Et donc Takam a rechargé son pass Navigo. C'est dur. C'est dur. Alors, si on parle de ta relation aujourd'hui avec Djanama, une talentueuse demoiselle qui a rejoint ton équipe, ouais. Et avec qui vous avez fait une série magnifique, je pense que c'était les capsules. capsules. Ouais. Oui, voilà. Aujourd'hui, les internautes remarquent que, si je peux me permettre, une certaine distance entre vous et se posent des questions. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Que vous êtes toujours en bon terme et tout ce qui va avec. Est-ce que qu'est-ce qui se passe? C'est clair qu'il se passe quelque chose. C'est clair. C'est évident. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais. Est-ce que je vais expliquer ce qui se passe? Non, malheureusement. Ah. Pas du tout. Parce qu'à un moment donné, quand même, on est... Je veux dire... nos vies, on a une vie privée. D'accord. On a une vie privée, on a le droit d'être fâché. Ouais. On est des êtres humains. Avant tout. Maintenant, ce serait esquiper ce qui se passe pour qu'on fasse comme un bout. C'est pour que le tribunal s'asseye. C'est une partie sans filtre qui est faite spécialement oui, c'est pour pas les parce internautes. Que, non, c'est pas parce que c'est sans filtre que à la question qu'est-ce qui se passe entre Diane et toi, je vais dire non, voici ce qui se passe. Bon, en fait, c'était... Non, ça résout pas le problème. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une talentueuse, mais alors une très talentueuse comédienne et humoriste aujourd'hui, parce que je continue relativement à voir, même si je suis pas très, je regarde pas tout le temps ce qu'elle fait. Je continue à voir ce qu'elle fait. C'est une talentueuse comédienne à qui je ne souhaite que le meilleur, mais je souhaite tout le meilleur là, loin de moi aujourd'hui. C'est la réalité. D'accord. C'est la réalité, c'est tout. Je souhaite que chacun fasse son bonhomme de chemin. C'est tout. Une phrase qui revient tout le temps. Oui. Sur les réseaux. Takam me fait pareil. Ouais. Ça, les gens le disent. Oui, ça, oui, c'est pas. Je suis l'un des meilleurs humoristes qui ne fait pas rire. Tu comprends un peu? Je veux dire que bon, ça c'est un commentaire auquel je me suis habitué. Et il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas rire comme moi. Je ne sais pas si tu... Il n'y a pas un autre humoriste qui ne fait pas rire. Il n'y a pas un... ceux qui ne font pas rire, tu es le numéro 1. Oui, je suis au top Je ne sais pas si je dirais des humoristes qui ne font pas rire, parce que peut-être que je suis seul dans le classement.
Non, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, une explication sur le plan professionnel, en fait, dans la technique de l'humour, qui explique ça ou c'est juste une appréhension que chaque internaute aura de tes prestations Non, j'ai cessé de chercher à à comprendre? comprendre. J'ai cessé de chercher à comprendre. Parce qu'il n'y a pas, y a rien à comprendre. Parce que pour Le moi, plus, quand même, c'est curieux. Si on dit que quelqu'un ne fait pas rire, c'est difficile de faire 1000 places. oui, moi tant que, c'est ça, aujourd'hui, tant qu'il y a des gens dans mes salles, tant qu'il y a des gens dans mes salles et tant que je peux booker mes dates, je ne suis plus sur la question de est-ce que je fais rire ou pas. D'accord. Et au commentaire de ta cam ne fait pas rire, il y a toujours un sous-commentaire. Lequel? Et c'est plus moi qui réponds. Ta communauté qui C'est te ma défend communauté qui me défend. C'est des gens qui viennent dans mes salles. et Moi, qui vivent la chose, oui. il n'y a, y a pas, y a pas, y a pas à débattre, il n'y a pas à expliquer. C'est de l'énergie à... non, en fait, oui, s'il vous plaît, je voulais juste te dire que je fais rire. Non, en fait, je vous jure, sur la tête, non, venez, je fais rire, vrai, pardon, croyez-moi. Non, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de boulot. Aujourd'hui, il y a un spectacle qui tourne. On a le spectacle entre deux mondes. Ouais. On l'a joué. Cette année, j'ai changé la donne. De façon générale, je commence avec mes spectacles en Afrique. Je les joue en Afrique avant de venir les jouer en Europe. Cette année, j'ai changé la donne. J'ai commencé le spectacle. J'ai commencé avec la tournée en Europe. En Belgique, la salle était pleine. En France, c'était pas full, c'était pas sold out, mais la salle était. Il y avait du bon monde dans la Ouais. salle. C'était chargé. Et il y a du bon monde. Et les gens partent et reviennent. Et je ne sais pas si tu étais en salle au théâtre européen. Oui, les Folies Bergères, on va dire, c'est de Cameroun. Je veux dire, on pourra dire qu'on n'est pas venu pour Takam, on est Ah venu ouais. pour les autres. Il n'y a pas de souci. Mais mes one-man show, les gens viennent. Et Louis Charles, par exemple, il vient tout le temps, il vient à mes spectacles, et il peut te dire qu'il n'y a pas que les Camerounais. Ah ouais. Ça, quand même, c'est... Il y a énormément de nationalités La dans mes question allait salles. venir là-dessus. Donc, à un moment donné, est-ce que Takam fait rire ou pas? Qu'on laisse les gens débattre sur Internet, il n'y a pas de souci. Et ça reste là-bas. Ça reste là-bas. Moi, j'ai du boulot. Moi, j'ai des gens à faire rire. Et j'ai des gens qui payent. Qui payent cher, des fois. Alors, comment est-ce que tu as fait justement pour conquérir ces personnes d'autres nationalités, c'est-à-dire les nationalités européennes? Parce que c'est vrai, tu n'es pas le seul humoriste camerounais ou africain Mhm. qui vient faire des spectacles en Europe. Donc, j'ai envie de dire, je ne pense pas que c'est tout simplement le fait de prester en Europe qui t'a permis de toucher des personnes d'autres nationalités. C'était quoi la stratégie? C'est pas... comment est-ce que je vais... je connais pas exactement quelle est la stratégie. Comme je l'ai dit, Takam fait énormément de choses. La marque Takam, c'est c'est plein de choses. C'est plein de choses derrière. Je suis, j'ai des contenus, j'ai des contenus, j'écoute beaucoup mon audience. Quand je dis j'écoute beaucoup mon audience, c'est que quand tu as un contenu qui s'adresse qui parle à la diaspora africaine, Ouais, la diaspora africaine, quelqu'un qui vit, un Camerounais qui vit en France, n'a pas que les amis camerounais. ça c'est vrai. Il a les amis togolais, il a les amis Français aussi. ivoiriens, il a les amis français et tout ça. Et donc, quelqu'un du bouche à oreille, quelqu'un peut venir voir ton spectacle avec son ami et ton ami, il faut juste à ce moment-là convaincre son ami le jour où il arrive. Et il va rester. Et ainsi de D'accord. suite. Donc, je ne connais pas exactement pourquoi il y a d'autres nationalités dans mes salles. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être cet humour qui ne fait pas rire là, qui les ramène. Ah oui, C'est tout. d'accord. Et en termes de projection dans le futur, tu parlais voilà, tu as envie de faire un festival. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres projets qui arrivent pour le Cameroun, pour le continent africain? Bon, il est hyper important. On a trop tardé avec, je veux dire, mis beaucoup de temps, mais le festival, c'est un projet qui nous tient à cœur. On doit lancer un festival
un gros festival panafricain au Cameroun. C'est l'un de nos plus gros projets. Et à côté de ça, on a le Comedy Club qui fonctionne déjà, mais qui ne fonctionne pas exactement tel qu'on voudrait qu'il fonctionne. Ouais. Un Comedy Club qui a plusieurs vocations. Et voilà, on travaille de sorte à ce que on puisse matérialiser cela. Et le producteur que je suis a bien envie d'explorer d'autres pistes, d'explorer de pourquoi pas produire une web-série panafricaine. C'est une des volontés qui est la mienne aussi. Donc, on ne s'arrête pas. Et on doit conquérir le monde. On doit conquérir le monde francophone. Pour moi, il est hyper important. Dès lors que je pense que l'un des plus beaux cadeaux quand même que la colonisation nous a laissé et dont on pourrait faire une arme, c'est la langue. Du fait qu'on partage la langue française avec énormément de pays, c'est des publics qu'on doit conquérir. Ouais. C'est des gens chez qui on devrait être capable d'aller faire les dates. Ulrich Takam devrait être capable de créer un spectacle au Cameroun, de le jouer, pas seulement au Cameroun, mais dans tous les pays francophones d'Afrique, d'Europe, d'Asie et de je ne sais où. Il y a une diaspora francophone énorme aux États-Unis. Ouais. Il y a une diaspora francophone énorme au Canada. Il y a une diaspora. Donc, en fait, ici en Europe, quelqu'un peut écrire un spectacle d'1 heure et il le joue pendant 2 ans, 3 ans. C'est aussi possible en Afrique. Mais ça demande du boulot. Et pour qu'on arrive là, il faudrait qu'on travaille. Il faudrait qu'on cesse de surfer sur les acquis, qu'on cesse de penser qu'on est arrivé, de penser on n'est pas arrivé. Mais il y a beaucoup de boulot. Ouais. Il y a beaucoup de boulot et c'est un peu ça mes urgences. Ok, pour sortir un conseil à une personne qui rêve d'être un Ulrich Takam de demain et à un jeune Africain tout simplement. Non, il n'y a aucun intérêt à arriver d'être Ulrich Takam de demain. Pourquoi? Non, il n'y a aucun intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'être comme toi. Oui, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut surtout rêver d'être meilleur. Moi, tout ce que je demande aux uns aux autres, c'est de rêver d'être meilleur qu'hier et l'être encore plus demain. D'accord. Parce que il faut avoir une bonne connaissance du bien et du mal, d'assumer toutes les décisions qu'on prend en chemin, d'être fier du choix qu'on fait. Parce qu'en fait, c'est un monde qui va demander, c'est un exercice qui va demander beaucoup de décisions, beaucoup de choix. Des choix qu'on va aimer et qu'on ne va pas aimer des fois. Mais il faudra que chaque fois qu'on a fait un choix, qu'on l'assume. Et qu'on en soit fier et qu'on le défende. Qu'on ne fasse pas un choix et après on dit que c'était toi. Non, ce n'était pas moi, non. Vous avez vu ça chez Takam? Non, donc c'est dans ce sens-là que je dis l'urgence, c'est d'être meilleur qu'hier et de l'être encore plus demain. D'accord. En tout cas, merci pour ces belles paroles. Merci. Bon, l'équipe, je pense que vous allez bien vous régaler. On a eu la chance d'avoir aujourd'hui le magnifique Ulrich Takam. En tout cas, je vous dis merci pour la force que vous nous donnez chaque jour. Merci pour vos likes, commentaires et partages. On va se dire à très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Merci.